Pendant 3 siècles, chaque chef de la famille Blanchard a tué de ses propres mains son fils aîné le jour de ses 18 ans. Et ce rituel macabre ne s'est arrêté qu'en 1887, quand la lignée s'est éteinte dans le sang et la folie. Inscrivez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire va vous glacer le sang et vous allez comprendre pourquoi certains secrets de famille ne devraient jamais voir le jour. Nous sommes en Normandie, dans cette région où les brumes matinales semblent porter les murmures du passé. C'est là, près de la petite commune de Saint-Aldegonde, que se dressait autrefois le domaine des Blanchards. Un nom qui, pendant des générations, a fait frissonner les habitants des villages alentours. Les Blanchards n'étaient pas des nobles de haute extraction, mais ils possédaient des terres suffisantes pour être respectés et craints. Leur fortune provenait du commerce du lin et de la laine, activité qui, depuis le XIVe siècle, leur avait permis d'acquérir une position sociale enviable dans cette partie de la Normandie. Le domaine familial s'étendait sur plusieurs centaines d'hectares, comprenant des fermes, des moulins et une imposante demeure de pierre grise qui dominait la vallée de la Seule. Cette maison, construite vers 1520, était remarquable par son architecture austère. Ses murs épais, percés de fenêtres étroites, lui donnaient des allures de forteresse. Les paysans des environs l'appelaient « la maison sombre », non seulement à cause de ses pierres noircies par les siècles, mais aussi en raison de l'atmosphère oppressante qui semblait émaner de ses murs. Les rares visiteurs qui y étaient reçus ressortaient toujours avec une impression de malaise, comme si quelque chose d'invisible pesait sur leurs épaules. La famille Blanchard était connue pour ses mœurs particulières. Ils vivaient en quasi-autarcie, ne se mêlant que rarement aux autres familles bourgeoises de la région. Les femmes Blanchard sortaient peu, et quand elles le faisaient, c'était toujours voilées de noir, même par les plus beaux jours d'été. Les hommes, quant à eux, avaient la réputation d'être taciturnes et d'une froideur qui glaçait ceux qui les approchaient. Mais ce qui intriguait le plus les habitants de la région, c'était cette curieuse tradition familiale. On ne voyait jamais les fils aînés des Blanchard atteindre l'âge adulte. Ils disparaissaient, mystérieusement, toujours aux alentours de leur 18e anniversaire. La famille prétendait qu'ils partaient étudier à l'étranger, ou qu'ils mouraient de maladie. Mais personne n'avait jamais vu leur tombe, ni reçu de nouvelles de ces jeunes gens supposés partis pour de lointains voyages. Cette étrangeté alimentait les ragots dans toute la région. Les femmes, au marché de Saint-Aldegonde, chuchotaient entre elles des suppositions plus sombres les unes que les autres. Certaines parlaient d'une malédiction familiale. D'autres évoquaient des pratiques secrètes liées à d'anciennes croyances normandes. Mais personne n'osait poser de questions directes aux Blanchard, car leur richesse et leur influence politique les protégeaient des curiosités indiscrètes. L'histoire que je vais vous raconter commence réellement en 1789, l'année de la Révolution, quand les événements politiques ont bouleversé l'ordre établi et permis à certains secrets de remonter à la surface. C'était une nuit de novembre, particulièrement froide et venteuse. Margot Leclerc, une servante qui travaillait au domaine depuis plusieurs années, avait été réveillée par des bruits étranges venant du premier étage de la demeure. Elle avait d'abord pensé qu'il s'agissait du vent qui s'engouffrait dans les cheminées, mais les sons qu'elle entendait ressemblaient davantage à des gémissements humains, entrecoupés de voix étouffées. Margot était une femme courageuse et dévouée à la famille Blanchard, malgré l'atmosphère pesante qui régnait dans la maison. Elle s'occupait particulièrement du jeune Édouard Blanchard, le fils aîné de Monsieur Henri Blanchard, qui venait d'avoir 17 ans. Le garçon était d'une nature mélancolique et semblait porter sur ses jeunes épaules un fardeau invisible. Il parlait peu, mais Margot avait remarqué qu'à l'approche de son anniversaire, une étrange anxiété s'emparait de lui. Cette nuit-là, poussée par l'inquiétude, Margot sortit de sa petite chambre située dans les combles et descendit l'escalier de service. Les bruits se précisaient, il s'agissait bien de voix, et elle reconnut celle de Monsieur Henri Blanchard, mais déformée par une émotion qu'elle ne lui avait jamais connue. Il y avait aussi une voix plus jeune, suppliante, qui ressemblait à celle d'Édouard. Arrivée au premier étage,
Margot longea le couloir sur la pointe des pieds. La voix du maître de maison provenait de la bibliothèque, une pièce où les domestiques n'avaient normalement pas le droit d'entrer. La porte était entr'ouverte, et à travers l'interstice, Margot aperçut une scène qui allait hanter ses nuits pour le reste de sa vie. Henri Blanchard se tenait debout devant une grande armoire de chêne sculptée qu'elle n'avait jamais vue ouverte auparavant. Cette armoire contenait ce qui ressemblait à des documents anciens, des parchemins jaunis et des objets métalliques que Margot ne parvenait pas à identifier clairement dans la pénombre. Mais ce qui la terrifia le plus, ce fut l'expression sur le visage de son maître. Henri Blanchard, habituellement si maître de lui, pleurait. Ses larmes coulaient silencieusement sur ses joues creuses, tandis qu'il tenait dans ses mains un document qu'il lisait et relisait avec une expression de profond désespoir. Face à lui, Édouard était agenouillé, les mains jointes dans une supplique muette. Le jeune homme tremblait de tout son corps, et dans ses yeux, Margot vit une terreur pure, celle d'un animal pris au piège, qui comprend que sa fin approche. « Père », murmura Édouard d'une voix brisée, « il doit y avoir une autre solution. Je vous en supplie, cherchons ensemble un autre moyen. » Henri Blanchard secoua la tête lentement, comme un homme accablé par un fardeau trop lourd pour ses épaules. « Il n'y en a pas, mon fils. Cela fait des générations que nous cherchons. Mon père a essayé, mon grand-père avant lui aussi. Mais le pacte doit être respecté ou c'est toute notre lignée qui s'éteindra dans la honte et la ruine. » Ces mots énigmatiques firent frissonner Margot. Quel pacte? Quelle était cette terrible obligation qui poussait un père à tenir de tels propos à son fils? Elle aurait voulu s'enfuir, retourner dans sa chambre et faire comme si elle n'avait rien vu ni entendu, mais ses jambes refusaient de lui obéir. Elle resta là, témoin involontaire d'un drame familial dont elle ne saisissait pas encore toute l'ampleur. Henri Blanchard referma l'armoire avec des gestes mécaniques et Margot eut juste le temps d'apercevoir, parmi les objets qui s'y trouvaient, ce qui ressemblait à une dague ancienne et plusieurs crânes humains disposés avec un soin morbide. Les jours qui suivirent cette nuit troublante furent marqués par une atmosphère de plus en plus oppressante dans la demeure des Blanchard. Margot, profondément troublée par ce qu'elle avait vu et entendu, observait avec une attention nouvelle les membres de la famille. Édouard dépérissait à vue d'œil. Le jeune homme, qui n'avait jamais été d'un tempérament gai, sombrait dans une mélancolie si profonde qu'il refusait parfois de quitter sa chambre pendant des journées entières. Il ne touchait plus à la nourriture que Margot lui apportait, et quand elle le croisait dans les couloirs, elle était frappée par la pâleur de son teint et l'expression hagarde de ses yeux. Madame Blanchard, l'épouse d'Henri, semblait elle aussi affectée par quelque chose que Margot ne parvenait pas à définir. Cette femme, d'ordinaire sévère et maîtresse d'elle-même, avait des moments d'absence troublants. Margot la surprenait parfois immobile devant une fenêtre, regardant dans le vide pendant des heures, ou bien marmonnant des prières dans sa chambre tard dans la nuit. Quant à Henri Blanchard lui-même, il avait pris l'habitude de s'enfermer chaque soir dans la bibliothèque. Margot entendait parfois le bruit de l'armoire de chêne qu'on ouvrait et refermait, accompagné de longs silences qui l'inquiétaient plus que les bruits eux-mêmes. Un après-midi de décembre, alors qu'elle époussetait les meubles du salon, Margot entendit une conversation entre Henri et sa femme qui allait éclairer d'un jour nouveau les événements auxquels elle assistait. « Henri, » disait Madame Blanchard d'une voix étrangement détachée, « j'ai fait un rêve cette nuit. J'ai vu ton père et le père de ton père. Ils étaient tous là, dans la bibliothèque, et ils tenaient les mêmes objets que toi. » Henri, qui était en train de lire près de la cheminée, leva les yeux vers sa femme. Son visage exprimait une lassitude infinie. « Ne parle pas de cela, Clotilde. Tu sais bien que c'est inutile. Mais enfin, Henri, nous pourrions partir, quitter cette maison, ces terres, aller vivre ailleurs. Personne ne saurait. Tu crois que c'est si simple ?» l'interrompit Henri avec une amertume que Margot ne lui connaissait pas. « Tu crois que nous sommes les premiers à y avoir pensé? Mon arrière-grand-père a essayé de fuir en 1643. Il a emmené toute sa famille en Bretagne, pensant échapper à ce qui nous lie. Tu sais ce qui s'est passé?
Clotilde ne répondit pas, mais Margot vit qu'elle était devenue encore plus pâle. « Ils sont tous morts », continua Henri d'une voix sourde. « Tous, sauf lui. La peste les a pris, un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste que mon arrière-grand-père et son fils aîné. Et quand il est revenu ici, quand il a fait ce qu'il devait faire, les autres enfants qu'il avait perdus sont revenus. Pas comme tu l'imagines, mais leur lignée a continué. Nos terres ont prospéré à nouveau. Notre nom a été respecté. » Ces paroles énigmatiques laissèrent Margot perplexe. Que signifiait cette histoire de fuite impossible? Et surtout, qu'était ce pacte dont parlait sans cesse Henri Blanchard? Sa curiosité la poussa à mener sa propre enquête. Elle commença par questionner discrètement les plus anciens domestiques, ceux qui avaient servi la famille avant elle. La plupart refusaient de parler, mais une vieille cuisinière, Marie-Rose, qui avait travaillé pour les Blanchard pendant 40 ans avant de prendre sa retraite au village, accepta de lui confier quelques souvenirs. « Tu veux savoir la vérité sur cette famille ?» lui dit Marie-Rose un soir d'hiver, dans sa petite maison près de l'église de Saint-Aldegonde. « Alors, écoute-moi bien, petite. J'ai vu mourir 3 fils aînés des Blanchard. 3. Et à chaque fois, c'était la même histoire. » Margot se pencha vers la vieille femme, le cœur battant. Le père du père d'Henri, Gustave Blanchard, avait un fils qui s'appelait Philippe. Un beau garçon intelligent, aimé de tous au village. Le jour de ses 18 ans, on a organisé une petite fête au domaine. Le soir, Philippe a disparu. Le lendemain, Monsieur Gustave a dit qu'il était parti pour Paris, pour ses études. Mais moi, j'ai vu Monsieur Gustave cette nuit-là. Il creusait dans le jardin derrière la maison, tout seul, avec des vêtements pleins de terre et d'autres choses. Marie-Rose marqua une pause, ses vieux yeux fixant le feu de cheminée. Le père d'Henri, Mathieu, a fait la même chose avec son fils aîné, Charles. Et Henri va le faire avec Édouard. C'est leur malédiction, tu comprends? Chaque père doit tuer son fils aîné, sinon c'est toute la famille qui périra. Mais pourquoi? Chuchota Margot horrifiée. Pourquoi font-ils cela? Marie-Rose haussa les épaules. Il paraît que c'est lié à la façon dont ils ont eu leur terre, il y a très longtemps. Une histoire de meurtre, de sang versé, de promesses faites à je ne sais quoi. Les anciens du village en parlent parfois, mais personne ne connaît vraie histoire complète. Les révélations de Marie-Rose bouleversèrent Margot, mais elles ne firent qu'attiser sa curiosité. Si cette tradition macabre existait réellement depuis des générations, il devait bien exister des traces, des documents, des preuves de cette horreur familiale. Elle commença par explorer plus systématiquement le domaine des Blanchard. Sa position de servante de confiance lui donnait accès à la plupart des pièces, et elle profitait des moments où la famille était sortie pour fouiller discrètement. C'est dans le grenier qu'elle fit sa première découverte significative. Derrière des malles pleines de vieux vêtements, elle trouva une caisse de bois marquée des initiales GB. Sans doute Gustave Blanchard, l'arrière-grand-père d'Henri. Cette caisse contenait des documents qui remontaient au XVIe siècle, rédigés dans un français archaïque que Margot avait du mal à déchiffrer. Parmi ces papiers, elle découvrit ce qui ressemblait à un journal personnel tenu par un certain Thibault Blanchard, qui semblait être l'ancêtre le plus lointain dont la famille avait gardé la trace. Les premières pages de ce journal dataient de 1570, et elles racontaient l'installation de Thibault sur les terres qui formeraient plus tard le domaine familial. Mais ce qui frappa Margot, ce fut le ton de ses écrits. Thibault Blanchard ne se contentait pas de noter les événements de sa vie quotidienne. Il décrivait avec une minutie troublante ses obligations sacrées et sa dette envers les puissances qu'il avait élevées. Le 15 décembre de l'an de grâce 1570, lisait Margot en déchiffrant laborieusement l'écriture ancienne. « J'ai accompli pour la première fois le sacrifice qui m'avait été demandé. Mon fils aîné, Jérôme, a versé son sang sur l'autel de nos ancêtres, et en retour, nos terres ont prospéré comme jamais auparavant. La récolte de cette année dépassera toutes les précédentes, et déjà, les marchands de Caen se disputent nos productions. » Ces mots glacèrent le sang de Margot. Il ne s'agissait donc pas d'une légende ou d'une superstition. Les Blanchard tuaient réellement leur fils aîné, et ce depuis le XVIe siècle.
Elle continua sa lecture, découvrant que Thibaut décrivait avec une précision effrayante la manière dont il avait tué son fils. Le jeune homme avait été drogué avec une préparation à base de plantes, puis égorgé dans la bibliothèque, devant l'armoire qui contenait les reliques familiales. Son sang avait été recueilli dans une coupe d'argent gravée de symboles étranges, puis versé sur ce que Thibaut appelait l'autel des pères. Mais le plus troublant, c'était la justification que donnait Thibaut à cet acte monstrueux. Selon lui, cette tradition n'était pas née avec lui, mais remontait à l'installation même de la famille sur ces terres. Le premier Blanchard à s'être établi dans la région avait été un certain Raoul, qui avait acquis ses propriétés dans des circonstances que Thibaut décrivait comme « entachées de sang et de tromperie ». « Notre richesse, » écrivait Thibaut, « ne vient pas du labeur honnête, mais du meurtre et du vol. » Raoul Blanchard a tué le seigneur légitime de ces terres, Guillaume de Sainte-Aldegonde, et a pris sa place en épousant sa veuve. Mais avant de mourir, Guillaume a maudit notre lignée. Pour chaque génération de prospérité, nous devrons sacrifier ce qui nous est le plus cher. Le sang appelle le sang, et seule la mort volontaire d'un héritier peut apaiser la colère du mort. Margot referma le journal, les mains tremblantes. Elle venait de découvrir l'origine de la malédiction des Blanchards, mais cette révélation ne faisait qu'approfondir son horreur. Comment une famille pouvait-elle perpétuer un tel crime pendant des siècles? Et surtout, de comment pouvait-elle l'arrêter? Car il était évident qu'Édouard Blanchard était en danger. Son 18e anniversaire approchait. Il aurait lieu dans moins de 2 semaines, et son père semblait déterminé à perpétuer la tradition familiale. Les jours passaient, et l'atmosphère dans la demeure des Blanchards devenait de plus en plus oppressante. Margot, maintenant informée de la terrible vérité, observait chaque geste, chaque regard échangé entre les membres de la famille avec une attention douloureuse. Henri Blanchard passait de plus en plus de temps enfermé dans sa bibliothèque. Margot l'entendait parfois parler tout seul, comme s'il répétait un discours ou une justification qu'il se préparait à donner. D'autres fois, elle percevait des sanglots étouffés, suivis de longs silences qui étaient plus terrifiants encore que les pleurs. Édouard, de son côté, semblait avoir abandonné tout espoir. Il avait cessé de supplier son père, comme s'il avait fini par accepter son sort. Cette résignation était peut-être plus effrayante que sa terreur précédente, car elle indiquait qu'il connaissait parfaitement le sort qui l'attendait. Un soir, alors qu'elle servait le dîner, Margot surprit une conversation entre Édouard et sa mère qui lui révéla l'étendue de la tragédie qui se préparait. « Mère, » dit doucement Édouard, « promettez-moi que vous prendrez soin de mon petit frère après ce qui va arriver. » Clotilde Blanchard ferma les yeux, comme si ces mots lui causaient une douleur physique. « Édouard, mon enfant, ne dis pas de telles choses, peut-être que... »« Non, mère. » L'interrompit le jeune homme avec une maturité terrible pour ses 17 ans. Nous savons tous les deux ce qui va se passer. Père me l'a expliqué. C'est notre fardeau familial, notre dette envers le passé. Mais Guillaume, lui, n'a que 15 ans. Il peut encore être protégé, il peut encore avoir une vie normale. « Que veux-tu dire ?» murmura Clotilde. « Envoyez-le loin d'ici, chez votre sœur à Rouen, qu'il ne revienne jamais. Qu'il oublie notre nom, qu'il prenne celui de votre famille. Peut-être que la malédiction ne le touchera pas s'il rompt tous les liens avec cette maison. » Ces paroles révélaient qu'Édouard connaissait non seulement son sort, mais qu'il tentait désespérément de sauver son frère cadet. Cette noblesse d'âme dans de telles circonstances émut profondément Margot, qui commença à envisager sérieusement d'intervenir. Mais comment une simple servante pouvait-elle s'opposer à une tradition séculaire, à une famille puissante qui avait les moyens d'étouffer n'importe quel scandale? La réponse lui vint quelques jours plus tard, quand elle entendit Henri Blanchard prononcer une phrase qui allait tout changer. « Le 23 décembre, disait-il à sa femme, quand Édouard aura 18 ans, nous accomplirons le rituel, comme l'ont fait nos pères avant nous. Et personne ne pourra nous en empêcher, car qui oserait défier une famille respectée comme la nôtre ?» Ces mots révélèrent à Margot l'arrogance des Blanchards, mais aussi leurs points faibles. Ils se croyaient intouchables.
Ils n'imaginaient pas qu'une simple servante puisse connaître leurs secrets, et encore moins qu'elle puisse le révéler. Or, nous étions en 1789, l'année de la Révolution française. Les temps changeaient, les anciennes hiérarchies s'effritaient, et le peuple commençait à remettre en question l'autorité des puissants. Si Margot parvenait à alerter les autorités révolutionnaires, peut-être pourrait-elle sauver Édouard. Mais elle savait que sa parole seule ne suffirait pas. Il lui fallait des preuves, des documents qui pourraient convaincre même les plus sceptiques de la réalité de ces crimes. C'est pourquoi elle décida de retourner dans la bibliothèque des Blanchards, cette fois avec l'intention de voler quelques-uns des documents contenus dans la fameuse armoire de chêne. C'était un risque énorme. Si elle était découverte, Henri Blanchard n'hésiterait probablement pas à la faire disparaître pour protéger son secret. Mais elle ne pouvait pas rester passive face au meurtre qui se préparait. La nuit du 20 décembre, 3 jours avant l'anniversaire d'Édouard, Margot mit son plan à exécution. Elle attendit que toute la famille soit endormie, puis descendit silencieusement au premier étage. Elle avait emporté une petite lanterne sourde et quelques outils qui lui permettraient de forcer la serrure de l'armoire si nécessaire. À sa grande surprise, la bibliothèque n'était pas fermée à clé. Henri Blanchard, dans son arrogance, n'avait pas imaginé qu'on puisse venir fouiller dans ses affaires. Margot poussa doucement la porte et se glissa dans la pièce. L'armoire de chêne se dressait devant elle, imposante et menaçante dans la pénombre. Les sculptures qui l'ornaient prenaient dans la lumière vacillante de la lanterne des allures fantastiques, comme si des visages grimaçants la regardaient depuis le bois sombre. Margot approcha sa lumière de la serrure et constata qu'elle aussi était ouverte. Henri Blanchard devait préparer le rituel pour dans 3 jours et avait donc sorti les objets nécessaires. Quand elle ouvrit les battants de l'armoire, Margot dut se retenir de crier. Ce qu'elle découvrit dépassait ses pires cauchemars. L'armoire contenait effectivement des documents anciens, des parchemins couverts d'une écriture serrée et de diagrammes étranges. Mais elle abritait aussi une collection macabre qui témoignait de siècles de meurtres familiaux. Des crânes humains, soigneusement alignés sur une étagère, chacun portant une plaque de cuivre gravée d'un nom et d'une date. Margot reconnut les noms qu'elle avait lus dans le journal de Thibault. Jérôme Blanchard, 1570, Philippe Blanchard, 1715, Charles Blanchard, 1758. Au centre de l'armoire trônait une coupe d'argent noircie, gravée de symboles que Margot ne parvenait pas à déchiffrer, mais qui lui donnaient une sensation de malaise profond. Cette coupe était entourée d'objets qui semblaient appartenir aux victimes. Des bijoux, des mèches de cheveux, des fragments de vêtements. Mais le plus terrifiant était sans doute la dague posée sur un coussin de velours rouge. Cette lame, longue d'une 20aine de centimètres, était encore tachée de traces brunes que Margot préférait ne pas identifier. Le manche était orné de gravures complexes qui racontaient visiblement une histoire, celle du premier meurtre qui avait fondé la malédiction familiale. Margot prit plusieurs documents parmi les plus anciens, ceux qui pourraient servir de preuve de la tradition criminelle des Blanchards. Elle photographia mentalement la disposition des objets pour pouvoir la décrire précisément, puis referma l'armoire et quitta la bibliothèque. Henri Blanchard sortit de sa maison pour les accueillir, mais son attitude trahissait une inquiétude grandissante. Il était accompagné de 2 domestiques armés, ce qui en soi était déjà suspect pour une simple visite. Margot remarqua que l'un d'eux était Pierre Laforge, le régisseur du domaine, un homme brutal qui avait la réputation de régler les problèmes de la famille par des moyens peu conventionnels. « Messieurs, » dit Henri avec cette politesse glacée qui caractérisait sa famille, « que me vaut l'honneur de votre visite ?» Roussel s'avança, tenant à la main les documents que Margot avait dérobés. Il était accompagné de maître François Durand, un ancien clerc de notaire qui avait rejoint le mouvement révolutionnaire et qui possédait une connaissance approfondie des archives anciennes. « Monsieur Blanchard, nous sommes ici au nom du peuple de Sainte-Aldegonde et des communes environnantes. Nous avons des raisons de croire que des crimes sont commis dans cette demeure depuis plusieurs générations. » Le visage d'Henri se durcit imperceptiblement. Mais Margot, qui le connaissait bien, vit ses mains trembler légèrement.
Il jeta un regard furtif vers les fenêtres du premier étage, comme s'il cherchait à s'assurer que ses fils n'étaient pas témoins de cette confrontation. « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler », répondit-il d'une voix qu'il s'efforçait de garder ferme. « Ma famille est respectée dans cette région depuis des siècles. Nous n'avons jamais eu de démêlés avec la justice. »« La justice de l'Ancien Régime, peut-être ?» répliqua Roussel avec une pointe d'ironie amère. « Mais les temps changent, monsieur Blanchard. Et certains crimes, même cachés par le pouvoir et l'argent, finissent toujours par être découverts. » Maître Durand s'avança à son tour et sortit une loupe de sa poche. Il examina attentivement l'un des parchemins sous les yeux d'Henri. « Voyez-vous, monsieur Blanchard, j'ai passé 20 ans de ma vie à étudier les documents anciens. Je sais reconnaître l'authenticité d'un texte du XVIe siècle, ses encres, son papier, sa calligraphie. Ces documents que nous avons en notre possession ne sont pas des faux. » Il brandit le parchemin sous le nez d'Henri. « Reconnaissez-vous l'écriture de votre ancêtre Thibault Blanchard? Celle-là même qui décrit par le menu la façon dont il a égorgé son fils Jérôme le 15 décembre 1570. » À ces mots, Henri Blanchard pâlit visiblement. Ses yeux se posèrent sur le document et Margot vit qu'il le reconnaissait parfaitement. Une goutte de sueur perla sur son front malgré le froid de décembre. « Ces documents, où les avez-vous trouvés? Qui vous a donné l'autorisation de fouiller dans ma propriété? » « Peu importe d'où ils viennent, » coupa Roussel. « Ce qui compte, c'est leur contenu. Et ce qui compte encore plus, c'est que votre fils Édouard fête demain ses 18 ans. » Il fit un geste vers ces hommes qui se rapprochèrent légèrement. « Nous ne permettrons pas qu'un nouveau crime soit commis. Pas sous notre surveillance. » À cet instant précis, comme si le destin avait voulu orchestrer une confrontation dramatique, Édouard apparut à l'une des fenêtres du premier étage. Le jeune homme avait entendu les éclats de voix et regardait la scène avec une expression de terreur mêlée de résignation. Quand son regard croisa celui de son père, Margot vit passer entre eux un échange muet, chargé de toute l'horreur de leur situation. Cette vision de son fils sembla faire basculer définitivement Henri Blanchard. Son masque de respectabilité tomba comme un voile déchiré, révélant un homme rongé par des années d'angoisse, de culpabilité et de folie. « Vous ne comprenez pas » s'écria-t-il soudain, la voix brisée par l'émotion. « Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que de porter ce fardeau. Ce que c'est que d'aimer son fils plus que sa propre vie et de savoir qu'on va devoir. Il ne parvint pas à terminer sa phrase, mais ses sanglots en disaient plus long que tous les mots. Mon père l'a fait, continua-t-il d'une voix hachée. Mon grand-père l'a fait, tous mes ancêtres l'ont fait, et regardez autour de vous. Nos terres sont prospères, nos récoltes abondantes, notre nom respecté. C'est le prix à payer. C'est plus qu'une tradition, c'est une nécessité. Si je ne fais pas ce qui doit être fait, c'est toute ma famille qui périra. Mes terres se dessécheront, mes troupeaux mourront, la ruine s'abattra sur nous. » Ces paroles, prononcées devant témoins, équivalaient à des aveux complets. Mais plus encore, elles révélaient l'état de dérangement mental dans lequel Henri Blanchard avait sombré au fil des années. Roussel échangea un regard avec Maître Durand, qui hocha imperceptiblement la tête. « Monsieur Blanchard, » dit Roussel avec une gravité solennelle, « vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et complicité de meurtres multiples. » Il fit signe à ses hommes, qui s'avancèrent pour maîtriser le maître de maison. Mais Henri n'avait pas dit son dernier mot. Profitant d'un moment d'inattention de ses gardiens, il se dégagea brusquement et courut vers la maison en criant d'une voix déchirante « Édouard, Édouard, viens, il faut que ce soit fait maintenant. Tout de suite, sinon nous sommes perdus, sinon la malédiction s'abattra sur nous tous. » Ce qui suivit ressembla à une course-poursuite tragique digne des plus sombres mélodrames. Henri Blanchard, poursuivi par les hommes du comité, se précipita dans sa demeure et monta l'escalier 4 à 4 vers la bibliothèque. Ses pas résonnaient sur les dalles de pierre comme autant de coups de marteau sur un cercueil. Les révolutionnaires le talonnaient, mais les couloirs étroits et l'obscurité grandissante de cette fin d'après-midi d'hiver ralentissaient leur progression.
Margot, qui avait suivi le groupe, connaissait mieux qu'eux les détours de la maison et parvint à les guider vers la bibliothèque. Édouard, alerté par les cris de son père, était sorti de sa chambre. Quand il vit Henri se diriger vers la bibliothèque, un mélange de terreur et de résignation se peignit sur son visage. Il savait parfaitement ce que voulait son père, et malgré tout l'horreur de la situation, une part de lui, conditionnée depuis l'enfance, semblait encore prête à obéir à cette tradition familiale monstrueuse. « Père », murmura-t-il d'une voix étranglée, « les hommes du village, ils savent tout. » Justement, halta Henri en ouvrant la porte de la bibliothèque. C'est pour cela qu'il faut faire vite, avant qu'il ne nous en empêche, avant que notre lignée ne soit maudite pour l'éternité. Mais à cet instant, une voix juvénile mais déterminée retentit dans le couloir. Non, père, je ne vous laisserai pas faire. C'était Guillaume, le frère cadet d'Édouard, qui venait d'apparaître en haut de l'escalier. Le jeune homme de 15 ans avait entendu les cris et, contrairement à son frère aîné, il n'avait pas été conditionné de la même manière par les traditions familiales. Pour lui, ce qui se préparait n'était pas un rituel sacré, mais un meurtre pur et simple. « Guillaume, ne te mêle pas de cela !» cria Henri, mais le jeune homme se jeta sur son père avec la fougue de l'adolescence, tentant de l'empêcher d'atteindre l'armoire fatale. Cette intervention inattendue créa une confusion qui donna aux révolutionnaires le temps nécessaire pour rattraper Henri Blanchard. Roussel et 2 de ses hommes firent irruption dans la bibliothèque au moment où Henri, ayant repoussé Guillaume, ouvrait fébrilement l'armoire de chêne. La vision de cette armoire ouverte figea tout le monde sur place. Même les révolutionnaires, pourtant habitués aux violences de leur époque, furent profondément choqués par ce qu'ils découvrirent. Les crânes alignés, la coupe d'argent noircie, la dague tachée de sang, tout cela formait un tableau d'horreur qui dépassait leurs pires imaginaires. « Mon Dieu !» murmura Maître Durand. « C'est donc vrai. Tout cela est vrai. » Henri, voyant qu'il ne pourrait pas accomplir le rituel comme prévu, s'empara de la dague ancestrale avec des gestes frénétiques. Mais au lieu de se diriger vers Édouard, il retourna l'arme contre sa propre poitrine. « Si je ne peux pas sauver ma famille en accomplissant le sacrifice, » cria-t-il d'une voix démente, « alors je mourrai avec elle. Au moins, nous périrons ensemble. » La lutte qui s'ensuivit dans cette bibliothèque révéla toute l'ampleur de la folie qui s'était emparée du chef de famille. Henri se débattait comme un possédé, alternant entre les tentatives de suicide et les efforts désespérés pour atteindre son fils aîné avec la dague. « Édouard !» hurlait-il. « Approche-toi. C'est ton devoir. C'est ton destin. Tu ne peux pas échapper à ce qui coule dans tes veines. » Heureusement, Roussel et ses hommes parvinrent finalement à maîtriser Henri et à lui arracher l'arme des mains avant qu'il ne puisse mettre ses sinistres projets à exécution. Mais même neutralisé, Henri continuait à se débattre et à crier des imprécations terrifiantes. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites » sanglotait-il, effondré sur le sol de la bibliothèque, maintenu par 3 hommes. « Sans le sacrifice, nous sommes tous condamnés. Mes enfants, ma femme, moi-même, nous allons tous mourir dans d'atroces souffrances. La terre va se dessécher sous nos pieds. Les morts vont se lever pour réclamer leur dû. » L'examen détaillé de l'armoire confirma tous les témoignages de Margot. Maître Durand, muni de sa loupe et de ses connaissances en paléographie, examina un à un les documents qu'elle contenait. Il y avait là non seulement les journaux personnels de plusieurs générations de Blanchard, mais aussi des contrats étranges, des cartes de propriété anciennes et des correspondances avec d'autres familles qui pratiquaient apparemment des rituels similaires. « Regardez ceci », dit Durand en montrant une lettre datée de 1723. C'est une correspondance entre Mathieu Blanchard et un certain comte de Briqueville. Ils échangent des conseils sur la meilleure façon de pratiquer ce qu'ils appellent les sacrifices nécessaires. Cette découverte suggérait que les Blanchard n'étaient pas un cas isolé, mais faisaient partie d'un réseau plus large de familles pratiquant des traditions similaires. Les crânes, soigneusement étiquetés, racontaient à eux seuls l'histoire macabre de la famille.
Chacun portait une petite plaque de cuivre gravée d'un nom, d'une date et parfois d'une courte inscription. Jérôme Blanchard, 1570, premier du nouveau cycle. Philippe Blanchard, 1715, pour la prospérité de la lignée. Charles Blanchard, 1758, que son sacrifice nous protège. La coupe d'argent, elle, était gravée de symboles que personne ne parvenait à déchiffrer complètement, mais qui semblaient mélanger des éléments de l'alchimie médiévale et des croyances populaires normandes très anciennes. Clotilde Blanchard, alertée par le tumulte, était arrivée dans la bibliothèque pendant que ses fils étaient retenus dans le couloir par l'un des révolutionnaires. Quand elle vit son mari maîtrisé au sol et l'armoire ouverte révélant tous les secrets familiaux, elle poussa un cri déchirant qui glaça le sang de tous les présents. « Henri !» gémit-elle en tombant à genoux. « Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait à nos enfants ?» Car elle aussi connaissait la vérité depuis des années. Elle avait épousé Henri en sachant parfaitement quelle était la tradition de sa famille et avait vécu dans la terreur constante de voir arriver le moment fatidique. Cette culpabilité, accumulée pendant près de 20 ans, explodait maintenant dans un sanglot déchirant. « J'aurais dû partir », murmurait-elle en se tordant les mains. « J'aurais dû prendre mes enfants et fuir. Mais Henri m'avait dit que c'était impossible, que la malédiction nous retrouverait. » Quant à Édouard, il contemplait la scène avec une expression indéchiffrable où se mêlaient soulagement, terreur et une forme étrange de déception. Car aussi horrible que cela puisse paraître, il avait été conditionné depuis l'enfance à accepter son sort, et une partie de lui était perturbée de voir cette destinée lui échapper. « Père, dit-il d'une voix brisée, est-ce que vous m'aimiez vraiment ?» Cette question posée par un fils à son père, qui avait planifié de le tuer, résonna dans la bibliothèque comme le plus terrible des réquisitoires contre les traditions aveugles et la folie humaine. L'arrestation d'Henri Blanchard marqua le début d'une enquête qui allait révéler l'ampleur insoupçonnée du réseau de familles pratiquant des rituels similaires dans toute la Normandie. Les documents trouvés dans l'armoire contenaient des noms, des adresses et des correspondances qui impliquaient au moins 5 autres lignées dans des crimes comparables. Jean-Baptiste Roussel, conscient de l'importance de sa découverte, fit immédiatement porter un rapport détaillé aux autorités révolutionnaires de Caen. Mais la France de 1789 était en pleine tourmente, et l'attention des nouveaux dirigeants était accaparée par des questions plus pressantes que les crimes de quelques familles nobles de province. Néanmoins, les autorités locales prirent l'affaire au sérieux. Un juge d'instruction fut nommé, et une commission d'enquête fut constituée pour examiner les documents saisis chez les Blanchard. Cette commission était composée de Maître Durand, de l'abbé Leclerc, un prêtre réfractaire qui avait refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé, et de Dr Beaumont, le médecin de Bayeux, qui avait été appelé pour examiner l'état mental d'Henri Blanchard. L'examen des archives familiales révéla une correspondance suivie entre les Blanchard et plusieurs autres familles de la région. Il apparut que ces familles avaient développé au fil des siècles un véritable réseau d'entraide mutuelle pour perpétuer leurs traditions. Elles s'échangeaient des conseils pratiques, des justifications philosophiques et même parfois des prêtres officieux qui bénissaient leurs crimes au nom d'interprétations hérétiques du christianisme. Les investigations menées par la commission révélèrent que le comte de Briqueville, mentionné dans les lettres trouvées chez les Blanchard, avait effectivement fait disparaître 3 de ses fils aînés au cours du siècle précédent. Sa famille possédait un château en ruine près de Creully, et des fouilles discrètes y révélèrent les restes de plusieurs jeunes gens enterrés dans une crypte secrète. La famille de Montclair, elle, pratiquait une variante du rituel. Au lieu de tuer directement leurs fils aînés, ils les enfermaient vivants dans les oubliettes de leur manoir, jusqu'à ce qu'ils meurent de faim et de soif. Cette méthode leur permettait de prétendre que les jeunes gens étaient morts de maladie, tout en respectant leur interprétation tordue du sacrifice nécessaire. Quant à la famille de Sainte-Foy, établie près d'Isigny, elle avait développé la pratique la plus raffinée.
Ses fils aînés étaient empoisonnés lentement sur plusieurs mois avec de l'arsenic, ce qui donnait l'apparence d'une maladie naturelle et évitait les soupçons. Toutes ces familles justifiaient leurs crimes par des légendes similaires à celles des Blanchards. Elles prétendaient avoir acquis leur richesse en versant le sang innocent et devaient continuer à payer ce prix pour conserver leur prospérité. Henri Blanchard fut emprisonné dans les geôles de Bayeux en attendant un procès qui devait faire jurisprudence. Mais les troubles révolutionnaires qui secouaient la France rendirent impossible l'organisation d'un tribunal capable de juger une affaire si extraordinaire et si complexe. En prison, Henri sombra rapidement dans une folie complète. Il refusait obstinément de se nourrir, affirmant que la malédiction était déjà à l'œuvre et qu'il pouvait sentir ses forces vitales l'abandonner. Il passait ses journées à marmonner des prières étranges dans un mélange de latin et de normand ancien que même l'abbé Leclerc ne parvenait pas à comprendre complètement. La nuit, il poussait des cris terrifiants qui réveillaient tous les autres prisonniers. Il parlait de visages dans les murs, de voix qui réclamaient leur dû et de mains squelettiques qui tentèrent de l'entraîner vers les ténèbres. Les gardiens le trouvaient souvent recroquevillé dans un coin de sa cellule, fixant un point invisible avec des yeux exorbités de terreur. Le médecin de la prison, Dr Beaumont, tenta plusieurs fois de le soigner, mais Henri repoussait tous les traitements. Il était convaincu que sa maladie était surnaturelle et qu'aucun remède terrestre ne pouvait l'aider. « Vous ne comprenez pas », répétait-il au docteur, « j'ai brisé le pacte, j'ai failli à mes obligations. Maintenant, ils viennent me chercher, mes ancêtres, toutes les victimes, et ils viennent réclamer leur dû. » Henri Blanchard mourut dans des circonstances étranges par une nuit de juin 1790. Les gardiens, habitués à ces cris nocturnes, s'inquiétèrent quand un silence complet s'installa dans sa cellule vers minuit. Ils le trouvèrent mort au matin, recroquevillé dans un coin, les yeux grands ouverts fixant le plafond. Son visage portait une expression de terreur absolue qui frappa même les gardiens les plus endurcis. Le plus troublant était que son corps ne portait aucune trace de violence, aucun signe de maladie identifiable. Il semblait simplement être mort de peur, si une telle chose était possible. Le docteur Beaumont ne parvint jamais à établir de cause médicale précise au décès. Clotilde Blanchard ne survécut pas longtemps à la chute de sa famille. Rongée par la culpabilité d'avoir gardé le silence pendant tant d'années, elle sombra dans une mélancolie profonde qui la conduisit à refuser toute nourriture et tout contact avec le monde extérieur. Elle s'était installée dans une petite chambre de l'auberge de Saint-Aldegonde après la confiscation du domaine familial et passait ses journées à regarder par la fenêtre en direction de l'ancienne propriété. Les rares personnes qui lui parlaient l'entendaient murmurer des excuses incompréhensibles et des bribes de prières. « J'aurais dû le sauver », répétait-elle sans cesse. « J'aurais dû sauver Charles et Philippe avant lui. J'aurais dû tous les sauver. » Car il apparut, grâce aux confidences qu'elle fit à l'abbé Leclerc peu avant sa mort, qu'elle avait non seulement connu la tradition familiale avant son mariage, mais qu'elle avait également assisté au meurtre du frère aîné d'Henri, Charles, en 1758. Cette révélation posthume jeta une lumière encore plus sombre sur l'affaire des Blanchards. Clotilde était donc complice de longue date, et sa souffrance apparente n'était peut-être qu'un remords tardif plutôt qu'une véritable innocence. Elle mourut à l'automne 1790 dans sa petite chambre de l'auberge sans avoir jamais revu ses fils. Sa dernière volonté fut d'être enterrée loin du cimetière familial, pour ne pas souiller la terre de mes péchés, comme elle l'écrivit dans une lettre testamentaire. Édouard et Guillaume furent effectivement confiés à la sœur de leur mère, Madame Germaine Leclerc, qui tenait une petite mercerie à Rouen. Cette femme, veuve et sans enfant, accueillit les deux jeunes gens avec bienveillance, mais l'adaptation à une vie normale s'avéra extrêmement difficile, particulièrement pour Édouard. Le jeune homme, qui avait grandi dans la certitude qu'il devrait mourir à 18 ans, se trouvait complètement désemparé face à un avenir qu'il n'avait jamais envisagé.
Il développa ce que nous appellerions aujourd'hui un syndrome du survivant, d'une intensité remarquable. Édouard était persuadé que sa survie allait attirer la malédiction sur sa famille d'adoption. Il scrutait anxieusement les moindres événements négatifs, une récolte moins bonne, une maladie de Madame Leclerc, un problème dans le commerce, pour y voir les signes de la vengeance surnaturelle qu'il croyait avoir déclenchée. Cette angoisse constante le rongeait jour et nuit. Il dormait peu, mangeait à peine, et passait des heures à étudier les textes religieux dans l'espoir de trouver une expiation pour ce qu'il considérait comme sa lâcheté. J'aurais dû accepter, confia-t-il un jour à sa tante. J'aurais dû laisser père accomplir ce qui devait être fait. Maintenant, c'est toute notre lignée qui est maudite, et vous aussi par ma faute. Madame Leclerc tenta de le rassurer, mais les années de conditionnement ne s'effaçaient pas facilement. Édouard était convaincu que son père avait raison, que la tradition familiale était justifiée, et que sa survie était une transgression qui appelait la vengeance divine. Guillaume, plus jeune et moins marqué par les traditions familiales, parvint progressivement à reconstruire sa vie. Il montra des dispositions remarquables pour le commerce et aida sa tante à développer sa mercerie. À 20 ans, il épousa la fille d'un marchand de tissus de Rouen et prit effectivement le nom de sa famille d'adoption. Mais Guillaume ne parla jamais de son enfance à sa nouvelle famille. Il inventa une histoire selon laquelle ses parents étaient morts de maladie et il avait été recueilli par charité par Madame Leclerc. Cette version, qu'il maintint jusqu'à sa mort, lui permit de vivre une existence relativement normale. Il eut 3 enfants, tous des filles, ce qui le rassura car il pensait que la malédiction ne touchait que les fils aînés, et développa un commerce prospère de tissus importés d'Angleterre. Il mourut en 1842, à l'âge de 68 ans, respecté de tous et apparemment en paix avec son passé. Mais même Guillaume porta toujours les stigmates de son enfance traumatisante. Sa femme nota dans son journal intime qu'il faisait régulièrement des cauchemars où il criait le nom de son frère Édouard, et qu'il refusait catégoriquement que leur fille visite la Normandie. Édouard, lui, ne se remit jamais complètement de son traumatisme. Malgré les efforts de sa tante et du clergé local pour l'aider, il vécut comme un ermite dans une petite maison près de Rouen qu'il avait achetée avec sa part de l'héritage familial liquidé. Il ne se maria jamais, refusant catégoriquement d'avoir une descendance. Quand Madame Leclerc lui demandait pourquoi, il répondait invariablement « Je ne peux pas prendre le risque de transmettre la malédiction. Elle doit mourir avec moi. » Édouard développa une routine obsessionnelle qui occupait toutes ses journées. Il se levait à l'aube, priait pendant 2 heures, étudiait les textes religieux jusqu'à midi, priait à nouveau, puis passait l'après-midi à copier des passages de l'Évangile qu'il distribuait gratuitement aux pauvres du quartier. Cette vie monacale lui apportait apparemment une forme de paix, mais ceux qui le connaissaient savaient qu'il était rongé par une culpabilité permanente. Il se flagellait régulièrement, jeûnait plusieurs jours par semaine et s'imposait des pénitences sévères pour des fautes imaginaires. Il mourut en 1823, à l'âge de 52 ans, dans sa petite maison. On le trouva agenouillé devant son crucifix, comme s'il était mort en priant. Il avait laissé une lettre testamentaire dans laquelle il léguait tous ses biens à l'Église et demandait que des messes soient dites pour le repos de l'âme de toutes les victimes de sa famille. Le plus troublant était le contenu de cette lettre, où Édouard affirmait avoir eu des visions de ses ancêtres victimes qui lui demandaient de perpétuer leur mémoire. Il avait passé les dernières années de sa vie à reconstituer l'histoire complète de sa famille, remontant jusqu'au premier Raoul Blanchard, et ses recherches avaient renforcé sa conviction que la malédiction était réelle. Le domaine des Blanchard fut confisqué par les autorités révolutionnaires et vendu aux enchères en 1791. Il fut racheté par un riche marchand de Caen, M. Auguste Dubois, qui ignorait tout de son histoire tragique. La famille Dubois y vécut paisiblement pendant plusieurs décennies, ce qui sembla prouver définitivement que la soi-disant malédiction n'était qu'une construction mentale entretenue par des générations de meurtriers pour justifier leurs crimes. Les nouveaux propriétaires transformèrent la sinistre demeure en une maison accueillante.
Ils abattirent plusieurs murs pour agrandir les pièces, percèrent de nouvelles fenêtres pour faire entrer la lumière, et réaménagèrent entièrement la bibliothèque où tant d'horreurs avaient été commises. Monsieur Dubois eut 6 enfants, 3 garçons et 3 filles, qui grandirent tous sainement et menèrent des vies normales. L'aîné des garçons hérita du domaine et le transmit à son tour à ses descendants. Aucun d'eux ne connut jamais de mort prématurée ou de malheur particulier, démontrant ainsi l'absurdité des croyances des anciens propriétaires. L'armoire maudite et son contenu macabre furent détruits par ordre de la commission d'enquête révolutionnaire. Les crânes des victimes furent identifiés autant que possible grâce aux registres paroissiaux et reçurent une sépulture décente dans le cimetière de Sainte-Aldegonde. Une simple croix de pierre fut érigée sur leur tombe collective avec l'inscription « Aux victimes innocentes de la folie humaine, que leur sacrifice ne soit pas vain ». Cette croix existe encore aujourd'hui, bien que peu de visiteurs connaissent son histoire véritable. La dague, les documents et les autres objets rituels furent remis aux autorités ecclésiastiques pour être détruits selon les rites appropriés. L'abbé Leclerc procéda à une cérémonie d'exorcisme dans l'ancienne bibliothèque, non qu'il crût à la réalité d'une malédiction surnaturelle, mais pour apaiser les esprits troublés par cette affaire. Margot Leclerc, l'héroïne de cette histoire, reçut une récompense modeste du comité révolutionnaire, une petite somme d'argent provenant de la vente des biens des Blanchard, qui lui permit de s'installer comme couturière au village. Son courage avait sauvé la vie d'Édouard, mais elle porta toute sa vie le poids de ce qu'elle avait découvert. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Margot ne devint jamais une héroïne populaire. L'histoire des Blanchard était si sordide que les habitants de la région préféraient l'oublier plutôt que de célébrer celle qui l'avait révélée. Margot se retrouva même parfois ostracisée par ceux qui pensaient qu'elle aurait dû laisser les puissants régler leurs affaires entre eux. Elle se maria avec Jean-Baptiste Roussel en 1792, et ils eurent 3 enfants, 2 filles et un garçon. Roussel, nommé maire de Sainte-Aldegonde après la Révolution, s'efforça de faire oublier l'affaire Blanchard pour préserver la réputation de sa commune. Margot vécut jusqu'à un âge avancé, mais elle ne parla jamais publiquement de son rôle dans la chute des Blanchard. Ce silence n'était pas dû à la modestie, mais à la culpabilité. Elle se reprochait de n'avoir pas agi plus tôt, de n'avoir pas sauvé Charles Blanchard, quand elle avait commencé à soupçonner la vérité quelques années auparavant. Ce n'est que sur son lit de mort, en 1856, qu'elle confia à sa fille aînée, Marie-Jeanne Roussel, le récit complet de ces événements terrifiants. Elle lui remit également un journal qu'elle avait tenu en secret pendant toutes ces années, dans lequel elle avait consigné ses souvenirs et ses réflexions sur l'affaire. « Ma fille, lui dit-elle dans un souffle, j'ai gardé ce secret trop longtemps. Si jamais de tels crimes se reproduisaient quelque part, il faut que quelqu'un sache comment les reconnaître et comment agir. » Marie-Jeanne conserva précieusement ce journal, mais elle aussi choisit de garder le silence. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que ces documents furent redécouverts par l'historien Augustin Delacroix, qui menait ses recherches sur les familles disparues de Normandie. Mais l'histoire des Blanchard ne s'arrête pas là, car si la lignée directe s'est effectivement éteinte, les archives notariales de la région conservent des traces troublantes qui suggèrent que d'autres familles normandes pratiquaient des rituels similaires à la même époque. L'enquête de la commission révolutionnaire avait révélé l'existence d'un véritable réseau de familles criminelles, mais les troubles politiques de l'époque empêchèrent des investigations approfondies. Plusieurs suspects parvinrent à fuir ou à dissimuler leurs crimes, et certaines lignées continuèrent probablement leurs pratiques monstrueuses bien après la chute des Blanchard. En 1887, soit presque un siècle après ces événements, l'historien local Augustin Delacroix entreprit des recherches systématiques sur les familles nobles et bourgeoises de la région. Il découvrit dans les archives départementales de nombreuses mentions de traditions familiales particulières et de disparitions inexpliquées de fils aînés concernant d'autres lignées que celles des Blanchard. Delacroix était un homme méticuleux et passionné.
ancien professeur d'histoire au lycée de Bayeux, qui avait consacré sa retraite à l'étude du passé normand. Ses recherches l'amenèrent à consulter des centaines de registres paroissiaux, de contrats notariés et de correspondances privées conservées dans diverses archives. Ce qu'il découvrit le troubla profondément. Les notes qu'il a laissées, conservées à la bibliothèque municipale de Bayeux, mentionnent notamment les familles de Briqueville, de Montclair et de Sainte-Foy, qui présentaient toutes des caractéristiques similaires à celles des Blanchards. Richesse ancienne d'origine douteuse, isolement social et mystérieuse disparition d'héritiers mâles à l'âge de la majorité. Plus troublant encore, Delacroix découvrit que certaines de ces familles avaient maintenu leur tradition bien après la Révolution. Il trouva trace de disparitions suspectes jusqu'en 1860, soit 70 ans après la chute des Blanchards. Le cas le plus documenté était celui de la famille de Montclair, qui possédait un manoir isolé près de Creully. Delacroix découvrit que pas moins de 5 fils aînés de cette famille avaient disparu mystérieusement entre 1800 et 1850, toujours aux alentours de leur 18e anniversaire. Les rapports de gendarmerie de l'époque, que Delacroix exhuma des archives préfectorales, mentionnaient des fugues inexpliquées et des départs pour l'étranger sans laisser d'adresse. Mais aucune enquête sérieuse n'avait jamais été menée, car la famille de Montclair jouissait encore d'une influence considérable sous la monarchie de Juillet. Delacroix poussa ses investigations jusqu'à se rendre sur place, dans les ruines du manoir de Montclair abandonné depuis 1865. Ce qu'il y découvrit confirma ses pires soupçons. Une crypte secrète contenant les restes de plusieurs jeunes gens, ainsi que des objets rituels similaires à ceux trouvés chez les Blanchards un siècle plus tôt. Cette découverte suggérait que le phénomène était peut-être plus répandu qu'on ne l'imaginait, et que les Blanchards n'étaient qu'un exemple d'un système plus vaste de traditions criminelles perpétuées par certaines familles de l'ancienne France. Delacroix documenta méticuleusement ses trouvailles et se prépara à publier ses recherches dans une monographie qu'il comptait intituler « Les familles maudites de Normandie, études sur les crimes rituels au XVIIe et XVIIIe siècle ». Cet ouvrage devait révéler au grand jour l'ampleur d'un phénomène historique jusque-là ignoré. Mais Delacroix lui-même connut une fin mystérieuse. Il disparut brutalement en octobre 1888, alors qu'il s'apprêtait à envoyer son manuscrit à l'éditeur. Sa gouvernante le trouva absent un matin, son bureau en désordre et ses notes éparpillées. Les recherches menées par la gendarmerie révélèrent que Delacroix avait été vu pour la dernière fois près de l'emplacement de l'ancien domaine des Blanchards, où il menait des fouilles archéologiques. On retrouva son corps 3 jours plus tard, au fond d'un puits abandonné, dans un état qui rendait difficile la détermination des causes exactes de sa mort. Les autorités conclurent à un accident. Delacroix était âgé et souffrait de troubles de l'équilibre, mais certains habitants du village murmurèrent que l'historien était allé trop loin dans ses fouilles du passé. Quelques-uns évoquèrent même la possibilité que des descendants de familles compromises aient voulu l'empêcher de publier ses découvertes. Le manuscrit de Delacroix ne fut jamais retrouvé. Son bureau avait été visiblement fouillé et tous ses documents de recherche avaient disparu. Seules quelques notes éparses, conservées à la bibliothèque de Bayeux, témoignent encore aujourd'hui de ces découvertes troublantes. Cette disparition mystérieuse alimenta de nouvelles légendes dans la région. Certains prétendaient que les familles maudites avaient encore des représentants qui veillaient jalousement sur leurs secrets. D'autres évoquaient une malédiction qui frappait tous ceux qui s'intéressaient de trop près à ces histoires sombres. La vérité est probablement plus prosaïque et que plusieurs familles normandes fortunées avaient encore intérêt à ce que certains épisodes de leur passé restent dans l'ombre. La France de la fin du XIXe siècle, malgré ses apparences bourgeoises et rassurantes, conservait encore bien des zones d'ombre et des influences occultes. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de cette histoire tragique. L'emplacement de l'ancienne demeure des Blanchards est occupé par une ferme moderne, et seuls quelques murs de pierre témoignent encore de l'existence de cette famille maudite. Le village de Saint-Aldegonde a prospéré, et ses habitants ont oublié les terreurs du passé.
La mairie conserve bien quelques documents d'archives relatifs à l'affaire Blanchard, mais ils sont classés parmi les dossiers sensibles et ne sont pas accessibles au public. Les autorités locales préfèrent manifestement que cette histoire reste oubliée pour préserver l'image touristique de la région. Mais parfois, lors des longues soirées d'hiver normandes, quand le vent siffle dans les cheminées et que les ombres dansent sur les murs, les plus anciens du village racontent encore cette histoire à leurs petits-enfants. Ils parlent de cette époque où certaines familles payaient leur richesse du sang de leurs propres enfants, et où le silence était acheté par la peur et la complicité. Ces récits, transmis de génération en génération, ont pris avec le temps des allures de contes fantastiques. Les détails se sont déformés, les noms ont changé, et l'histoire vraie s'est mélangée aux légendes populaires. Mais au cœur de ces récits demeure une vérité troublante, celle de l'existence réelle de familles qui ont sacrifié leurs enfants sur l'autel de leurs ambitions. Car c'est peut-être là la leçon la plus troublante de l'histoire des Blanchards. Ils n'auraient jamais pu perpétuer leurs crimes si longtemps sans la complicité passive de toute une société qui préférait fermer les yeux plutôt que de remettre en question l'ordre établi. Combien de domestiques ont gardé le silence par peur ou par intérêt? Combien de notables ont détourné le regard pour préserver leur relation avec une famille influente? Combien de prêtres ont refusé de poser les questions qui dérangent? Combien de représentants de l'autorité ont préféré ignorer des indices troublants plutôt que d'affronter des puissants? L'histoire de cette famille maudite nous rappelle que les plus grandes horreurs ne naissent pas toujours de la folie d'un seul homme, mais de la lâcheté collective qui permet à cette folie de prospérer dans l'ombre. Elle nous montre comment des traditions apparemment respectables peuvent cacher les crimes les plus abjects et comment le poids du passé peut pousser des êtres humains aux actes les plus inhumains. Et si cette histoire résonne encore aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'elle nous interroge sur nos propres silences, nos propres complicités, nos propres refus de voir ce qui nous dérange. Car combien de traditions familiales douteuses persistent encore de nos jours? Combien de crimes se cachent derrière des façades respectables? Combien de victimes souffrent en silence parce que nous préférons ne pas savoir? L'histoire des Blanchards n'est pas seulement un fait divers macabre du passé. C'est un miroir tendu à notre conscience collective. Un rappel que la vigilance civique et le courage individuel sont les seuls remparts contre la barbarie qui peut se nicher au cœur des institutions les plus vénérables. Et vous, après avoir entendu ce récit dans son intégralité, que pensez-vous? Cette histoire vous paraît-elle possible? Croyez-vous qu'une famille ait pu commettre de tels crimes pendant des siècles sans être découverte? La frontière entre la légende et la réalité historique est parfois plus mince qu'on ne l'imagine. Si cette histoire vous a bouleversé, donnez-nous des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette terrible tradition familiale, et si vous connaissez d'autres histoires similaires dans votre région. Vos témoignages enrichissent toujours nos recherches sur ces épisodes sombres de l'histoire française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres mystères historiques qui ont marqué notre passé. Car malheureusement, l'histoire des Blanchards n'est probablement pas la seule de ce genre à avoir secoué la France d'autrefois. Les archives regorgent encore de secrets que nous nous efforçons de mettre au jour avec toute la prudence et le respect que méritent ces tragédies humaines. L'histoire, parfois, cache des secrets que nous préférerions ne jamais découvrir. Mais c'est en les confrontant que nous apprenons à mieux comprendre la nature humaine dans toute sa complexité, et que nous nous donnons les moyens d'éviter que de telles horreurs se reproduisent.